là-bas autour d'eux. Mais pour moi qui suis un modeste médecin, je me demande comment ces financiers, ces économistes-là fonctionnent aujourd'hui, parce que ces banques qui ont fermé sont des propriétés privées, avec des règles, avec un système qui finalement a été délocalisé et basé au siège de leur maison mère. Vous nationalisez ça, en fait, ils ont disposé des locaux, ils donc donnent l'illusion aux clients de ces banques-là que les choses peuvent être comme avant, et puis bon, vous partez vous librer, et finalement vous leur donnez votre identité, et donc tout ce que vous avez dans le compte, et vous, s'ils ont braqué la BCAO, ce ne sont pas les comptes des pauvres Ivoiriens qui nous braqueront. Mais justement, vous parlez de pauvres Ivoiriens. Quel est le message que le Conseil des ministres a envoyé vers ces ménages qui sont aujourd'hui désemparés devant cette ouverture de banque? Alors, il y a eu ce souci-là de voir la situation des petits épargnants. La difficulté que nous avions, c'est que la commission bancaire ici ayant donc été braquée, les banques, aucune banque sous le contrôle de la BCAO ne peut fonctionner sans une commission bancaire opérationnelle. Donc, il n'y a aucune possibilité d'approvisionnement. C'est pour cela que les ressources qu'ils ont donc pris, les 600 milliards de billets perforés, alors quand vous voyez des billets qui sont perforés, je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas prendre ces billets-là, les 600 milliards de billets qui ne devaient plus être utilisés, que Babou a trouvé, les caisses ont été transportées à la présidence. Il y a eu également 70 milliards de billets neufs série A appartenant à la Côte d'Ivoire, qui sont des billets également surveillés aujourd'hui par la BCAO. Et puis, il y a les fameux 300 et quelques milliards de faux billets fabriqués dans un pays à l'étranger qui seraient arrivés, qu'on utilise pour payer donc les Ivoiriens en espèces, en retenant bien sûr entre 20 et 30% encore du vol qui continue après tout le vol des deniers publics que nous avons enregistrés. Qu'est-ce que cela fait courir comme risque pour les Ivoiriens? Alors, le risque pour les Ivoiriens, c'est que vous allez avoir de l'argent que Babou va vous donner, mais qui sera peut-être valable sur place ici, temporairement, et qui à un moment donné, si vous avez ça à la maison, vous partez payer avec, comment vous dites, c'est des faux billets. Si vous partez même à Noël, on vous dit c'est des faux billets, on peut vous arrêter pour cela. Et on peut vous arrêter pour cela. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire, et c'est dommage. Je voudrais donc demander aux Ivoiriens de faire très attention et de compter sur le président de la République et le gouvernement pour que les choses soient donc rétablies le plus tôt possible afin que l'économie reprenne, que les entreprises et les commerces qui sont aujourd'hui en train de fermer reprennent leurs activités également. Et je crois qu'il y a des enjeux importants et c'est pour cela que le président de la République s'est engagé à faire en sorte que la normalisation arrive le plus tôt possible. Nous l'espérons en tout cas dans les heures qui vont suivre. Le Conseil des ministres de l'UEMOA s'est aussi penché sur l'évaluation de l'impact des mesures récentes qui avaient été prises concernant la BCAO notamment. Oui, alors, premièrement, comme je l'ai dit, il fallait voir l'impact sur donc, le système bancaire, toutes les banques qui ont fermé. Vous savez qu'il y en a qui ont eu le temps de payer 1 mois, 2 mois, 3 mois de salaire avant de partir, d'autres qui n'ont pas pu le faire, mais il y a surtout leurs activités. Il y a surtout leurs activités avec les décrets illégaux d'un président sortant qui va définitivement sortir bientôt. Donc il fallait voir quel était l'impact sur eux. Et je vous donne qu'à la suite du Conseil des ministres, le gouverneur de la BCAO par intérim a été instruit de rencontrer tous les directeurs généraux qui ont eu une réunion lundi dernier avec donc le gouverneur par intérim. Et je pense que la BCAO est en train de suivre la situation de ces banques. Nous ferons face certainement aux conséquences de ces mesures. Vous allez en parler, voilà. À la reprise, ou du moins à l'installation du gouvernement légitime dans ces prérogatives, il va falloir faire l'état des lieux. Nous ferons l'état des lieux, nous ferons en sorte, en tout cas au niveau non seulement de l'UEMOA, mais aussi de la République de Côte d'Ivoire, de faire en sorte que toutes ces entreprises sinistrées, pas seulement les banques, mais bien d'autres, puissent être assistés par le gouvernement. Il y aura un certain nombre de facilités qui seront prises et le moment venu, et le président de la République, le Premier ministre et le ministre des Finances feront de larges communications sur ces questions. Quelles sont les difficultés que connaissent en ce moment, à cause de ces faits-là, les institutions régionales ou sous-régionales?
Alors, je voudrais dire que d'abord, depuis maintenant 2002 et surtout depuis 2004, beaucoup d'institutions ont délocalisé. Les institutions de l'UEMOA sont restées en place parce qu'il s'agit de notre communauté. Mais après les derniers braquages, vous avez vu, donc l'Agence nationale de la BCEAO a officiellement fermé, les agences secondaires ont fermé, la commission bancaire ne fonctionne plus, le conseil régional de l'épargne et la bourse se sont délocalisés pour l'un à Lomé et l'autre à Bamako. Certaines activités ont été ramenées, en particulier les activités informatiques ont été ramenées au siège à Dakar. Nous sommes donc face à cette situation avec évidemment les personnels qui étaient en place, qui donc ont arrêté leurs activités. Nous espérons que tout cela n'aura pas d'impact sur l'intégration et sur la monnaie, et nous veillons à ce que le CFA soit préservé. Monsieur le ministre, merci de votre présence sur ce plateau pour éclairer les Ivoiriens, notamment sur disons, les résultats de vos travaux à Dakar par rapport au Conseil des ministres de l'UEMOA. C'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Nous posons ce journal-là, nous ouvrons tout de suite le dossier du panel. Eh bien, vous savez, ce panel est dans nos murs, comme on peut le dire. On est 2 semaines après leur dernier passage à Abidjan. Eh bien, les chefs d'État de l'Union africaine, chargés d'évaluer ou de résoudre le problème ivoirien, sont donc de retour. Mais après une courte réunion à Nouakchott, en Mauritanie, ces chefs d'État-là sont partis ou sont venus vers nous, porteurs des conclusions de leur concertation. Après 2 heures de rencontre à Nouakchott, les chefs d'État membres du panel de l'Union africaine sur la crise ivoirienne sont à Abidjan, moins de 2 semaines après leur dernier passage. À l'exception du président tanzanien Jakaya Kikwete, les autres membres du panel présidés par le chef de l'État mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, se trouvaient à Nouakchott. Il s'agit de Jacob Zuma de l'Afrique du Sud, Idriss Déby du Tchad et Blaise Compaoré du Burkina Faso. Ce panel composé de 5 chefs d'État au départ comprenait 4 membres lors de son dernier passage à Abidjan, avec l'absence du président du Faso. Pour ce voyage d'Abidjan, ils sont 3 avec l'absence du président tanzanien. Ceux-ci viennent donner les conclusions de leur concertation. Cette visite intervient alors que la situation en Côte d'Ivoire se dégrade chaque jour un peu plus, faisant craindre au Conseil de sécurité de l'ONU une résurgence de la guerre civile. 8 personnes, dont 6 femmes, ont été tuées par balles et à l'arme lourde jeudi à Abidjan par les soldats de Laurent Gbagbo dans le quartier d'Aboubou. Les Ivoiriens lassent d'attendre les résultats probants des différentes médiations, espèrent cette fois-ci voir le bout du tunnel. Excusez-nous de ces images que nous vous avons encore envoyées. Nous allons ouvrir la page internationale avec le Bénin où les populations se rendront aux urnes dimanche